Hello et bienvenue dans Wedding Divan, le podcast dédié aux pros du mariage. Je suis Magali Zarka, formatrice du Wedding Gang, officiante de cérémonie laïque et ancienne wedding planner avec plus de 100 mariages à mon actif. Si tu es entrepreneur dans le milieu du mariage ou que tu souhaites te lancer, ce podcast est fait pour toi. Comment réussir, comment se démarquer et surtout, comment durer dans le mariage? Autant de questions auxquelles nous répondrons ici via des interviews sans tabou de prestataires de mariage ou qui peuvent t'aider à améliorer ton business. On y abordera leur parcours, leurs réussites et leurs erreurs aussi parfois. Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le Wedding World. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello le gang, bienvenue dans ce nouvel épisode de Wedding Divan avec Valentine, la talentueuse fondatrice de Merci Coco, spécialisée dans les cadeaux d'invités. J'ai adoré passer ce moment avec Valentine et comprendre comment fonctionne sa boutique en ligne dans le mariage. Mais je ne t'en dis pas plus et je te laisse écouter. Coucou Valentine, bienvenue dans Wedding Divan, je suis ravie que tu sois avec moi aujourd'hui. Bienvenue. Merci Magali, je suis hyper contente moi aussi d'être avec toi aujourd'hui, ça me fait hyper plaisir. Bah écoute, ça fait longtemps que je te suis sur les réseaux et on a commencé à discuter suite au podcast. Je crois que tu m'avais dit que tu avais bien aimé un podcast de mémoire. Ouais. Et je suis hyper contente de t'accueillir parce que vraiment je suis assez fan de ce que tu fais. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Venant de toi, ça me touche. non, mais pour de vrai. Et du coup, je suis hyper contente que tu sois là aujourd'hui et que tu nous racontes un petit peu ton parcours justement. Est-ce que pour les personnes qui te connaissent pas encore, tu peux nous dire qui tu es? Alors, je suis Valentine Saint-Jean, j'ai donc 38 ans, bientôt 39, et je suis la fondatrice de Merci Coco, que j'ai créée en 2018. Donc, c'est une petite boîte qui a déjà 5 ans. Et initialement, comme beaucoup de personnes du mariage, et ça, je déroge pas à la règle, j'ai pas du tout un parcours, une formation qui me destinait au monde du mariage, mais ça, tu t'en doutais déjà. Même pas du tout, puisque j'ai fait des études qui m'ont d'abord conduit au sport professionnel. Donc moi, j'ai un parcours de communication d'abord d'entreprise, puis une licence et un master en gestion d'entreprise et un master 2 spécialisé dans le marketing et management du sport professionnel. Donc j'ai bossé pendant 10 ans dans un club de rugby, tu vois, sur la côte basque à Bayonne, où j'étais responsable administrative et financière du club, enfin d'une partie du club. Et voilà, donc j'ai fait ça pendant 10 ans. Et j'avais quand même le côté mariage qui me titillait un peu puisque je me suis mariée en 2010. D'ailleurs, aujourd'hui, ça fait 13 ans que je suis mariée. Aujourd'hui? Ouais, aujourd'hui. Ouais. Le jour de l'enregistrement. C'est les anniversaires de mariage. Ouais, c'est cool. C'était déjà bon, ça sera publié dans 2 mois, mais c'est pas grave. C'est la symbolique qui compte. Donc, ça me touchait particulièrement qu'on enregistre aujourd'hui. Et en fait, à ce moment-là, je m'étais vraiment hyper investie dans mon mariage, comme pas mal de futurs mariés. Et à l'époque, il n'y avait pas grand-chose qui existait dans ce milieu-là. Et j'avais commencé à écrire mon blog, tu vois, les premiers blogs de mariage. Donc, j'avais un blog à l'époque qui s'appelait Madame Tartine. Et on était avec Clémentine et Nessa, je pense, parmi les premières pionnières à écrire sur ce milieu-là. Donc, j'avais toujours gardé le mariage dans un coin de ma tête. J'avais continué à travailler dans le sport pro. Et puis, les parcours de vie parfois un peu chaotiques, un peu douloureux qui m'ont fait quitter mon travail à l'époque parce que j'étais incapable de mettre un pied devant l'autre. Donc voilà, j'ai lancé un nouveau projet avec mon mari qui est lui agriculteur. Donc on avait lancé un magasin de producteurs à Bayonne. Projet qui m'a pris pas mal de temps. Et puis une fois que ce projet-là a été lancé, nouveau parcours de vie un peu compliqué. J'ai perdu ma maman à ce moment-là. Et j'avais envie d'avoir un nouveau projet, rien qu'à moi. Et j'ai réfléchi à savoir ce que je pouvais créer comme projet qui me serait vraiment propre. Et j'avais en tête ce côté mariage qui me manquait quand même terriblement. Et j'ai décidé de lancer Merci Coco en ayant fait un petit rapide tour du marché en me disant, tiens, il manque quelque chose. On n'a pas de site e-commerce dédié aux cadeaux d'invités pour les mariés. Voilà. Donc c'est comme ça qu'est né Merci Coco. Et alors pourquoi Merci Coco? C'est la grande question que tout le monde me pose. Oui, comme ça tout le monde aura la réponse. Qu'est-ce qui se cache derrière ce nom-là? Oui, qui s'intéresse. Non, en fait, en vrai, Merci Coco, je voulais un petit nom sympa que les gens retiennent assez facilement. Merci, c'est un nom assez universel pour exprimer justement la gratitude. Et Coco, mon frère s'appelle Corentin et ma maman l'appelait tout le temps Coco et donc on entendait souvent à la maison Merci Coco. Et c'était un petit clin d'œil à la famille et en même temps avec un petit nom qui se retient. Voilà.
Trop bien. Ouais. Ah ouais. Et il a dû être touché, ton frère, du coup. Ouais, je lui envoie de temps en temps. Tout à l'heure, je lui ai envoyé un petit message et je lui ai signé merci Coco. Donc c'était mignon, voilà. La petite anecdote sur le nom. Ok, du coup aujourd'hui on a décidé de parler un petit peu de concilier. Alors, est-ce que selon toi en fait c'est faisable de concilier sa passion et entrepreneuriat? Alors c'était la conversation qu'on avait commencé à avoir toutes les deux, où effectivement dans le milieu du mariage, en tout cas quand je me suis lancée, j'avais vraiment ce côté très passionnel qui m'a guidée et animée dès le départ, avec cette vision peut-être des belles choses, d'un monde un peu idéal, de l'événement, etc. Et j'ai pas du tout pensé mon projet entrepreneurial comme j'avais pensé le précédent, où j'avais lancé un autre projet avec mon mari, où là on était vraiment focus business, avec des business plans hyper bien chiadés, hyper bien élaborés, et c'était d'ailleurs ma formation. Et bizarrement, quand je me suis lancée dans le mariage, j'ai pas du tout pensé à tout ça. J'étais vraiment dictée par la passion, par ce que j'allais pouvoir apporter, qu'est-ce que j'allais pouvoir créer. Et c'est quelque chose que j'ai peut-être un peu mis de côté quand j'ai monté mon business. Enfin non, j'ai même pas fait de business plan, tu vois. Pour te dire, la fille qui vient de la gestion et qui a pas de business plan derrière. Et c'est ce qui est assez commun d'ailleurs à pas mal, je pense. On est vraiment très engagé dans ce qu'on va faire en termes de produits, très passionné par les produits qu'on va pouvoir créer, mais pas forcément sur la façon dont on va les vendre, ou en tout cas pas forcément tourner très chiffres et tourner très contrôle de gestion au départ. Et je pense que si on veut continuer à vivre de sa passion, il faut amener un peu d'entrepreneuriat très basique derrière. C'est un peu mon regret aujourd'hui, c'est de pas avoir amené plus tôt cette vision entrepreneuriale, des choses que je savais faire mais que j'avais mis un petit peu de côté, parce que ça m'aurait permis de gagner du temps et d'être plus efficace et d'avoir un projet certainement rentable un peu plus vite. Ça l'est aujourd'hui, mais ça m'a demandé un peu plus de temps. Donc c'est ce que je regrette un petit peu aujourd'hui, c'est de me dire c'est pas parce que c'est du mariage qu'on doit oublier que c'est aussi une entreprise et c'est un projet de vie professionnel. C'est pas là que pour être passionnel en fait. On adore ce qu'on fait. Moi, je trouve que tous les matins, je me réveille en me disant que j'ai de la chance d'aller faire mon travail parce que j'aime cet univers et que je trouve qu'il est fabuleux et qu'il y a toujours des nouvelles choses qui arrivent. C'est vraiment extrêmement créatif. On rencontre des personnes fabuleuses aussi dans ce métier, mais n'empêche qu'à la fin, le but, c'est quand même d'en vivre. Donc ça, c'est quelque chose où je pense qu'il faut pas oublier que c'est pas parce qu'on est passionné par un milieu au départ qu'on doit ne pas en vivre ou pas bien en vivre ou pas mettre les choses en place pour qu'elles nous dégagent suffisamment de revenus pour vivre selon ses aspirations. C'était un petit peu ça le regret que j'avais avec 5 ans de recul. Et du coup, concrètement, qu'est-ce que tu ferais différemment à part un business plan si tu devais recommencer? Ah bah si, je referais justement pour recommencer, je ferais un business plan, c'est-à-dire mais ça tu l'as dit. Donc c'est pour ça que je disais à part ça. Non, je ferais un business plan. Si tu veux, c'est pareil, je suis arrivée dans le e-commerce sans y connaître absolument rien du tout, je connaissais pas du tout ce milieu-là, c'était pas du tout quelque chose sur lequel j'avais été formée. Je pense que si je devais reprendre les choses à zéro aujourd'hui, je ferais un stage, en tout cas je demanderais à avoir une expérience dans un site e-commerce, peu importe le sujet, ne serait-ce que essayer de comprendre comment ça fonctionne, comprendre les grands principes du e-commerce, tout ce qui aujourd'hui me ferait gagner énormément de temps, comprendre les principes logistiques, qu'est-ce qu'un service client sur du e-commerce, comment on s'adresse à nos clients quand on est loin, comment on fait pour expédier des colis, comment on fait pour tout synthétiser sur un outil unique. Il y a pas mal de choses qui me manquaient, pas mal d'éléments qui me manquaient au tout départ, et je pense que rien que de faire de l'observation chez quelqu'un qui s'y connaît, même si c'est pas dans le même milieu d'activité, ça m'aurait été hyper utile. Et ça, c'est quelque chose que je regrette, donc que je conseillerais à quelqu'un qui veut se lancer, peu importe d'ailleurs le job, ce serait d'aller observer, si c'est pas son cœur de métier, d'aller observer ce qui se fait, plutôt que de penser que parce que c'est du mariage, c'est pas forcément très professionnel. C'est un peu le regret que j'ai aujourd'hui. Donc, je le ferai différemment et j'irai observer. Je pense que je serai peut-être un peu plus à cheval sur les outils marketing, notamment dans l'e-commerce. Il y en a beaucoup qui se sont développés. Il y a pas mal de choses qu'on peut mettre en place qui coûtent pas d'ailleurs très cher. C'est pas une question forcément de budget. C'est surtout une question de recherche et puis un petit peu de curiosité, de comprendre comment ça fonctionne, de voir ce qu'on peut développer et pour
pour le coup, c'est assez utile quand même au quotidien derrière. Et du coup, comment tu fais, si tu as des exemples à nous donner d'outils comme ça, de marketing? Alors, des outils de marketing, clairement, mettre en place une newsletter qui fonctionne, reliée à son site internet, où on peut calculer quelles sont les ventes générées, etc. Des choses très très simples, mais une newsletter de bienvenue, ça mange pas de pain. Pourtant, moi, l'année dernière, c'est quasiment 25% du chiffre qui a été fait en marketing automation. Donc, c'est une grosse partie du business qui arrive justement avec ces mails qui sont bien élaborés, qui peuvent être bien structurés. Ça se fait pas non plus tout seul, mais c'est des petits outils assez simples finalement à déployer, mais qui vont, en tout cas quand on fait du e-commerce, générer un peu de chiffres. Ça, c'est des choses auxquelles j'étais pas du tout alerte, pas du tout consciente de ces impacts-là. Donc ça, c'est un premier outil que je trouve qui est pas mal. Après, il y en a d'autres en outils marketing. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Ça va plutôt après être pas mal d'outils sur les réseaux sociaux pour calculer les engagements, les choses comme ça. Combien d'emails par mois tu envoies? Là, j'en ai strictement aucune idée puisque c'est pas moi qui gère c'est catastrophique. C'est les filles, j'ai une petite équipe. On est 5 maintenant, tu vois, chez Merci Coco. Donc c'est des filles qui gèrent ça. C'est pas forcément énorme parce que tu vois, le mariage c'est pas non plus un domaine de e-commerce où t'as beaucoup de clients qui reviennent, puisque le but c'est qu'ils reviennent pas, puisqu'ils se marient. En fait, on a 2 types d'emails. On a tout ce qui est marketing automation, donc c'est les mails qui sont envoyés en fait de manière très automatisée quand les clients, on va dire les futurs clients ou les visiteurs du site s'inscrivent. Donc là, on a les relances de paniers abandonnés qui sont quand même une grosse partie du chiffre aussi. Et puis après, on a tous les autres mails qui sont des campagnes, on va dire plus sur nos actus, sur éventuellement les campagnes en cours ou des choses comme ça. Où là, on va dire qu'on est à 4 mails par mois à peu près. On veut pas non plus trop. Un par semaine. Ouais, un par semaine. Mais c'est pas évident à doser parce qu'il y a plusieurs écoles un peu sur ça. Je t'avoue que je suis pas une experte de toute cette partie qui pourtant est passionnante. Et c'est sur ça qu'on essaye de vraiment progresser chez Merci Coco, c'est d'arriver à être beaucoup plus expert finalement du marketing parce on fait les choses un peu intuitivement, un peu de manière passionnée, ça c'est certain, mais pas toujours de manière très rationnelle. Donc c'est ce qu'on va amener un petit peu de rationalité dans ce qu'on fait comme action. Et oui, on envoie des mails. Après ça va être différent, on a des segments, tu sais, t'as toujours est-ce que c'est des futurs mariés, est-ce que ce sont des gens qui se sont déjà mariés, est-ce que c'est des personnes qui arrivent parce qu'on a maintenant des branches communion, baptême, on a des petits cadeaux pour ces événements-là, on a aussi les box pour les témoins. Donc on essaye aussi de segmenter les visiteurs de manière à ce qu'ils reçoivent aussi des newsletters qui soient le plus adaptés pour eux. Et tu fais des newsletters de conseils aussi, parce que moi, ce que je remarque aussi chez mes coachés, c'est qu'en fait, on communique beaucoup sur ces... Alors, contrairement sur ces réseaux sociaux, en fait, c'est l'inverse. Sur les réseaux sociaux, ils ont l'habitude de vraiment montrer, les coulisses, les machins, comment ça marche, les jours J, mais jamais de leurs offres. Et par contre, sur les newsletters, en fait, on va avoir que les produits, les trucs de loc, les machins, mais on va pas avoir d'histoire qui va être racontée. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse de savoir un petit peu. Mais c'est vraiment un vrai sujet ce que tu dis, parce que en fait, on a fait, on a mis le doigt dessus là récemment sur le fait que nos newsletters, elles étaient pas forcément super passionnantes. Donc on va rechanger notre format. On a une nouvelle collaboratrice là qui arrive fin août qui s'appelle Manon, qui arrive une experte justement du e-commerce. Dans le contenu qu'on veut proposer, c'est vraiment proposer du contenu de conseil sur les newsletters. On avait commencé à le faire, notamment il y a Charlotte de Flower & Twigs, tu vois, qui était intervenue sur quel conseil de la fleuriste. Là, l'idée, ça va vraiment être de proposer plusieurs vues des experts du mariage sur les temps d'organisation. Ça peut être un conseil d'une officiante de cérémonie, un conseil d'une fleuriste, créatrice de faire-part. Enfin voilà, on veut essayer de photographe, comment bien prendre la pause quand on est un couple de futurs mariés. L'idée, ça va être d'amener beaucoup de contenu sur ces newsletters, sans perdre de vue qu'on a aussi besoin de vendre nos produits, donc essayer de faire du lien avec ce qu'on fait. Mais effectivement, les futurs mariés, je pense nous, on se rend pas forcément compte parce qu'on a l'impression, et c'est un peu le problème. Tu vois, ça fait quand même 13 ans que je me suis mariée. On se rend pas compte que c'est nouveau tous les ans pour des milliers de personnes. Tu vois, cette année, 300 000 personnes qui se marient, c'est 300 000 couples.
300 000 couples qui se marient. Donc, ça veut dire que c'est potentiellement 300 000 personnes qui savent absolument pas par quoi commencer, alors que nous, ça nous paraît tellement rodé et à la rigueur, on a l'impression que c'est facile. Donc, il faut se rappeler, se remettre à la place de son client ou de son client potentiel en se disant, mais de quoi il a besoin? Et effectivement, ça fait partie de la réflexion du moment. On va rebattre un peu les cartes et on va refaire des newsletters qui essayent de guider les futurs mariés vers des conseils utiles pour le jour J. Ouais, mais après, sans parler d'autres prestats, enfin, même sur vous, en fait, moi, voilà, comment, je sais pas, j'ai eu une coachée, moi, qui est dans l'e-commerce aussi, et je disais, mais voilà, enfin, fais des inspi, en fait, et dedans, tu glisses des choses à toi. Ah, mais c'est ça, en fait. Tu vois, c'était un peu l'idée, c'était de dire, voilà, les inspirations pour un mariage de printemps. Bon, tu as effectivement le clin d'œil de la fleuriste, le petit clin d'œil du photographe qui va pouvoir dire comment capter une belle lumière au printemps. Enfin, je te donne des exemples. Et puis, à un moment donné, qu'est-ce que nous, on peut mettre sur les tables, avec peut-être une wedding designer qui va aussi donner ses, tu vois, il y a plein de choses qui peuvent se mêler, mais effectivement, à la fin, le but, c'est quand même qu'on parle de nous et de comment on peut apporter, nous, une plus-value sur l'organisation des mariages. Mais tu vois, après, sur les newsletters, on a des outils, nous, qui nous permettent, c'est hyper intéressant de voir les zones chaudes, les zones froides, tu vois, et c'est assez curieux, quoi. Parfois, tu sais, tu passes un temps dingue à créer du contenu, mais je pense que ça doit t'arriver, toi aussi. Tu crées du contenu et en fait, c'est pas du tout ce qui intéresse les gens. Donc, c'est trouver la bonne dose entre la création de contenu et le temps que ça nécessite, parce que créer du contenu, tu le sais mieux que moi, mais c'est hyper chronophage. Et qu'est-ce que ça t'apporte vraiment dans ta conversion, etc. C'est là où il faut être rationnel quand même sur ce qu'on fait. J'essaye de l'être de plus en plus. Mais clairement, enfin, souvent c'est les trucs où tu prends le moins de temps et tu te dis ouais, je vais poster ça. Et puis du coup, non mais c'est ça qui marche le mieux. Mais attends, j'ai mis 1h30 à faire un autre truc où j'étais sûre que ça allait fonctionner et finalement pas du tout. Mais c'est tellement ça, parce qu'en fait, parfois, tu vois, on se prend la tête pour faire des posts sur Instagram, des stories, des réels et compagnie. Et le truc qu'on prend au pied levé, tu vois, ah tiens, ça c'est trop mignon, t'as fait ça, on filme une future commande qui va partir et t'as énormément de retours, des commentaires. Ah oui, vous avez fait ça, c'est super mignon. Combien ça coûte? Est-ce qu'on peut avoir un devis? Alors que t'as fait un truc super chiadé 2 jours avant et t'as eu 0 retour. Mais ça, malheureusement, si on pouvait prévoir de faire à chaque fois quel retour sur quel contenu, ça serait chouette. Mais ça marche pas comme ça. Mais c'est vrai que d'analyser, c'est vachement important pour pouvoir recycler aussi ce qui marche le mieux. Oui, ouais, t'as quand même des bonnes recettes. Il y a des trucs qui marchent mieux que d'autres. Et c'est là quand je te dis d'amener de la rationalité, de côté entrepreneurial, c'est ça. C'est que moi, je m'écouterai, je ferai des trucs tout le temps, mais qui me passionne moi, mais en fait, il faut quand même que ça plaise aux clients parce que mes journées, elles sont pas non plus infinies. On a quand même un temps à partie et les mois, mais ils passent tellement vite que non, faut que ce soit rationnel un peu à la fin. Ça n'empêche pas quand même de temps en temps de se faire plaisir et de faire des trucs qui nous font plaisir. Clairement. Voilà. Ouais. Et du coup, donc, il y a les emails. Ensuite, il y avait quoi d'autre comme outil? Clairement, nous, c'est pas mal d'emailing. Je pense qu'il y a une énorme partie aussi qu'on a un peu négligée, mais bizarrement, quand même, en 2 ans, je trouve que le marché a pas mal changé. On en parlait justement avec Céline des Mignonneries récemment. C'est quand même un marché maintenant, le e-commerce, où il y a de plus en plus d'acteurs, faut pas se le cacher. On est sur la partie cadeau personnalisé, il y a quand même plus de monde qu'avant. Donc, ce qui marchait tout seul il y a 2 ans, où on avait vu des chiffres, mais progresser de manière assez dingue, faut l'avouer, où je me disais, mais c'est génial, sans rien faire, ou en faisant peu de choses, on arrive à avoir des super chiffres. Maintenant, 2 ans après, ça nécessite quand même de passer plus de temps à créer des offres. Faut être un peu plus agressif, c'est pas le bon terme, mais proactif. Proactif sur les nouvelles offres. Et clairement, quand je te dis, on s'est un peu reposé sur nos lauriers, on a oublié un peu la base du terrain. Ce sont aussi les wedding planners.
Moi, j'avais justement cette chance pendant 10 ans où j'avais pu avoir des super contacts avec des weddings avec qui je m'entends très très bien, etc. Là, il y a quand même pas mal de nouvelles qui sont arrivées et je me rends compte que on se connaît pas ou peu, on n'a jamais forcément travaillé ensemble, alors que c'est super dommage parce que on a énormément. Donc, j'adore leur travail, j'adorerais être sur leur mariage, soit avec des choses qu'on fait, tu vois, directement. Que les clients peuvent acheter sur le site, soit sur des projets plus sur mesure. Mais on va vraiment passer du temps là sur ça parce que c'est important de pas se couper de ces personnes de terrain, tu vois, qui vont bien connaître les clients, les aspirations, savoir quelles sont les tendances aussi. Nous, on est un petit peu coupé de ça parfois. Donc là, c'est vraiment le travail sur notre réseau pro en fait, tout simplement. Au-delà de tout ce qui va être automatisation qu'on peut gérer de manière un peu mécanique, il faut aussi aller vers plus d'humain et ça va passer par notamment nos conversations avec les weddings ou avec même tous les autres prestataires mariage, tu vois. J'étais à un événement pas ce samedi-là, il y a 15 jours, et on était 6-7 prestats mariage. On se connaissait tous le travail les uns des autres, mais on se rencontre pas souvent et on se disait tous la même chose, c'est que il faut se parler, il faut communiquer entre nous pour mieux comprendre les attentes, mieux comprendre le milieu, les aspirations, les nouvelles tendances. C'est quand même hyper important ça. Ben justement, c'était une des questions que je t'avais envoyées, c'est comment tu fais en fait pour apprendre à connaître tes clients et à les fidéliser, à les suivre. Enfin, fidéliser peut-être pas parce que on est dans le mariage encore une fois, mais bon, peut-être sur les événements anniversaires, etc. Mais comment tu fais pour les connaître en tout cas alors que en vrai c'est du e-commerce, donc ça veut dire ils commandent sur ton site et tu leur parles jamais à tes clients finalement. Alors en fait, il y a à part sur Insta. Ouais, à part sur Insta, où effectivement on passe du temps à parler avec eux aussi sur Insta. C'est vraiment une grosse partie du travail, c'est qu'on a pas mal de futurs mariés qui nous questionnent sur Insta. Mais avant même qu'ils puissent entretenir le dialogue avec nous, c'est-à-dire avant même de commencer à discuter ensemble, il faut qu'on les connaisse. Moi, tu vois, je me suis mariée il y a 13 ans. Clairement, le milieu a évolué. Il y a plein de choses. Et je compte aussi sur mes plus jeunes collaboratrices qui, elles, ont des amis qui vont ou qui sont dans l'âge de se marier. Parce qu'elles me font un peu le feedback de ce qui se fait, de ce qui est sympa, de ce qui est un peu tendance. J'observe énormément. C'est-à-dire que je passe une énorme partie de ma vie sur Insta et maintenant sur TikTok. Je pense que je dois passer 2 heures par jour peut-être à regarder les tendances mariage sur les réseaux sociaux pour bien comprendre ce qui se fait. Tu vois, par exemple, je suis sur des groupes Facebook. Je sais pas si tu vois un peu ce dont je parle. Tu sais, genre futur marié 2023-2024, futur marié ou mariage champêtre. Et je regarde et je lis. Ah non, pas mariage champêtre. Ah mais non, je sais bien, je sais. Mais si tu veux, je suis encore dans la veille. Je regarde parce que je suis toujours. Mais t'as raison. Mais en fait, quand même, tu te dis, ils sont toujours mariage champêtre, mais parce que c'est nouveau pour eux, tu vois. Pour nous, ça fait quand même pas mal de temps qu'on est dans les mariages bohèmes chics. On en a un peu marre, mais bon. Mais je regarde ce qui se fait, je lis, je regarde les commentaires. Donc beaucoup d'observations. Mes collaboratrices qui vont quand même, elles, être un peu plus à l'écoute de ce qui se fait, pas mal de réseaux sociaux. Et puis après, discuter, tu vois, avec le réseau qui, eux, sont en contact direct. Et puis, on a commencé à mettre en place aussi, j'ai Nola qui travaille avec moi, là, sur la partie service client. Elle est énormément au téléphone avec les futurs mariés. Tu vois, c'est quand même on a une grosse partie conseil. On les voit pas, mais quand même, on les connaît. On comprend les doutes, les stress, tu vois, on a plusieurs types de clientèle aussi. On a ceux qui s'y prennent 1 an ou 2 ans à l'avance, tu vois, qui voudraient avoir déjà les cadeaux d'invités 2 ans à l'avance. Et c'est chouette parce qu'on sent tout leur enthousiasme, tu vois, des jeunes femmes plutôt qui veulent que tout soit parfait, qui vont mettre énormément d'énergie et tout ça à ce que ce soit parfait. Donc c'est touchant. Moi, je trouve que c'est assez touchant d'avoir ces personnes-là. Et puis, on a les mariés qui sont aussi hyper à la bourre et qui 10 jours avant leur événement me disent est-ce qu'éventuellement on peut faire quelque chose pour le jour J. Nous, on a vraiment des profils de mariage assez différents. Donc, il faut apprendre à comprendre, à connaître leur fonctionnement aussi à travers, je te dis, les réseaux sociaux, les professionnels de terrain, et puis beaucoup de services et de disponibilité, soit en réseau, soit en MP, on va dire, sur Insta, soit directement par téléphone. Et maintenant, même, on a un chat, tu vois, chatbot. Notamment, tu vois, d'y répondre à des questions le dimanche soir à 23h
Est-ce que tu y réponds ou tu n'y réponds pas? C'est une grande question. C'est un dilemme pour moi. Ah bah moi j'ai ta réponse, moi. Ah, je sais. Et alors, tu dirais quoi? Bah certainement pas en fait. Ah bah écoute, je suis toujours hyper tentée, tu vois, de... Non, pas sur cette messagerie-là. En DM sur Insta+, tu vois. Souvent, on dit, on sauve pas des bébés, quoi. Enfin, non, mais alors, attends. Tu réponds le lundi à 9h le lendemain, ça va pas changer de... Alors ça, je suis hyper... On sauve pas des bébés, ça c'est hyper certain. Et puis tu sais, moi j'ai un mari agriculteur, donc clairement à l'échelle des priorités de la vie, autant te dire que ça me remet vite d'équerre, quoi. On a vécu des choses hyper difficiles, enfin lui surtout avec son métier, des inondations, Là tu comprends que oui, des petits cadeaux d'invités, c'est sympa, c'est important, on le fait sérieusement, mais c'est clairement pas ça qui va changer la face du monde, tu vois. J'en suis hyper consciente. J'adore ce que je fais, je mets beaucoup de rigueur à le faire, mais j'ai un mari qui quand même tous les soirs me rappelle que il y a des choses plus essentielles à la vie que ce que je fais. Mais oui, il le fait positivement, après... il le fait très positivement. Oui. C'est juste que quand je réalise que ses problèmes, ses difficultés à lui sont vraiment, c'est pas du même ordre, quoi. Oui, c'est ça. Mais bon, voilà, quand je dis ça, c'est plus pour dire, ok, si tu réponds le lendemain à 9h, ça va pas changer la face du monde, tu vois. Non. Et les gens, les gens comprennent que tu réponds pas à 23h le dimanche. Ah non, mais alors, peut-être qu'il y en a qui vont te remercier à fond, etc. Et que peut-être c'est ça qui va déclencher la vente. J'en sais rien, mais j'en doute en vrai. Ah si, là très sincèrement, si ça déclenche des ventes. Ça déclencherait pas de vente, je le ferais pas. Non, mais je veux dire, non, tu l'aurais sûrement eu la même. Mais tu l'aurais sûrement eu si c'était 23h le dimanche, tu l'aurais sûrement eu quand même le lundi à 9h, tu vois. Je saurais pas. Faudrait tester. Je vais tester. Selon les conseils de Magali, je ne vous répondrai pas. Après, si ça marche pas, elle va me dire, alors tu me le rembourses, hein, s'il te plaît, parce que... C'est clair. Et du coup, comment vous répartissez les tâches? Parce que du coup, c'est toi qui gères Insta? Alors non, si, en partie. J'ai une de mes, il y a Elaya qui est sur le départ, qui va être remplacée prochainement, mais parce qu'elle repart sur un projet d'études. Mais c'est Elaya qui pour l'instant gère la partie réseaux sociaux, donc tu vois, qui fait les calendriers éditoriaux, qui fait les créations de contenu, les visuels, qui va aussi centraliser les messages et qui va répondre la majeure partie du temps au MP. Tu vois. Et elle, pour le coup, ça finit quand elle finit son travail. C'est-à-dire qu'à 18h, elle répond plus. Donc, si jamais il y a des demandes qui arrivent après et que je juge utile ou nécessaire de répondre, je réponds à ce moment-là. Et après, moi, c'est plus moi qui vais aller sur le côté réseau, envoyer, tu vois, quand je t'envoie un petit message, c'est moi qui parle, ou quand je parle aux pros, c'est moi qui leur envoie un petit message. Elle, c'est vraiment plus le lancement des posts ou des stories, voilà. Mais sur la partie réseautage, on va dire que c'est plus moi qui prends la main parce que c'est mon réseau que j'ai créé. Tu vois, c'est un peu plus mon bébé, on va dire. Ah oui, je comprends. Et après, les autres font quoi? Alors, dans l'équipe, on est donc 5. Alors, comme je te dis, l'équipe va changer. J'ai 2 départs. Donc, Enola qui est ma première salariée, qui est ma vraie fée, parce que franchement, c'est grâce à elle que l'entreprise s'est énormément développée. Elle est arrivée en stage il y a 2 ans et demi. Elle a commencé par un stage. Elle était en licence pro au moment du Covid, licence pro événementielle. Donc, tu vois c'était pas la joie. Donc finalement, on s'est rencontrés, on s'est tout de suite, ça a super bien matché. Donc Enola est arrivée. Elle est en charge de toute la partie commerciale, qui fait le back-office du site, etc., qui met en ligne les fiches produits et qui est en charge du service client. Donc c'est elle qui répond notamment aux demandes de devis. Tiffaine, qui travaille avec moi, qui est arrivée après. Tiffaine est en charge plutôt du marketing, mais elle m'accompagne beaucoup, elle maintenant sur la partie gestion de projet pour les entreprises, parce que tu vois, on a une branche aussi corporate. Donc ça, c'est elle qui gère ça et qui va me travailler avec moi sur la partie marketing stratégique de Merci Coco. Elaya, qui elle est vraiment sur la partie marketing opérationnel et sur une partie, tu vois, des commandes auprès des fournisseurs, etc. Et Anansiade, qui est en préparation de commande, qui est responsable d'atelier. Voilà. Et donc après, on a des stagiaires qui viennent de temps à autre. Et donc là, c'est Manon et Pauline qui vont remplacer Enola et Elaya, qui partent.
Voilà, on a un petit peu de turnover, mais c'est chouette aussi. Elles partent sur des super projets, les filles. C'est la vie d'une entreprise. Ouais, c'est la vie d'une entreprise. Et puis c'est chouette, tu vois, les filles, elles ont fait un peu leurs premières armes ici. Elles partent sur d'autres projets. Enola, elle va monter sa boîte, donc je suis hyper contente pour elle. C'est vraiment trop bien. Et Laïa part sur un nouveau master. Donc, c'est très chouette. Et Pauline et Manon nous rejoignent, tu vois, là, de courant de l'été. Donc, on va mettre en place plein de nouvelles choses. C'est chouette aussi d'avoir un nouveau regard. Et puis après, en fait, si tu veux, nous, la boîte, elle est structurée de la manière suivante. C'est que ça fait beaucoup de personnes qui sont sur le back office, on va dire. Et après, sur la partie, on va dire, opérationnelle, on travaille avec un ESAT. Donc, je sais pas si tu sais ce que c'est. Donc, c'est des personnels, c'est des personnes en situation de handicap. Donc, c'est un ESAT de Biarritz, parce que nous, on est à Biarritz, qui vient, donc, quand on a des grosses salves, tu vois, des grosses parties, des grosses périodes de préparation de commandes, ils viennent renforcer. Donc, parfois, on peut être jusqu'à 10-12, tu vois. Ça peut avoir du monde. Trop bien, ça. Ouais, c'est hyper chouette. C'est une super ambiance de travail, hyper cool, parce que pour le coup, c'est des personnes avec qui on adore travailler, qui ont l'habitude de venir travailler chez nous pour certains, mais on a un rythme c'est pas l'usine, quoi. On fait les choses tranquillement, calmement, et c'est assez agréable aussi. Et du coup, vous avez un entrepôt, comment ça marche? Ouais, en fait, on a des locaux à Biarritz. Alors, c'est pas tout à fait à Biarritz, c'est à Anglette, pour ceux qui connaissent la côte basque. On a plutôt de la chance, et on a déménagé cet hiver. On avait 70 mètres carrés d'entrepôt, mais c'était vraiment devenu hyper serré. Et là, on a 3 fois plus de place. Donc, on a un grand plateau, tu vois, sur les bureaux, et on a tout le rez-de-chaussée qui est pour le stockage et la préparation de commandes. Et quasiment tout est fait chez nous. C'est-à-dire que on achète des produits et on les personnalise dans les locaux, quoi. Puis on les expédie après. Trop bien. Alors, est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on passe aux questions pas envoyées? Parce que tout à l'heure, on disait que si quelqu'un voulait se lancer, tu conseillais vraiment de partir sur un truc pro directement plutôt que d'être sur entrepreneuriat. Ouais, alors en fait, oui, le conseil pour les gens qui se lancent, c'est pas perdre de vue que ça reste une entreprise, donc c'est à penser comme une entreprise, avec des logiques vraiment entrepreneuriales, tu vois, de rentabilité et tout. C'est pas un vilain mot, quoi, de le dire. C'est parce que justement de penser renta et ce genre de choses, c'est aussi ce qui va nous permettre de faire ce qu'on aime. Tu vois, parfois, t'es obligé de passer par des trucs que t'aimes moins parce que, faut faire rentrer l'argent. Donc, si tu priorises aussi ce qui te dégage plus d'argent, de comprendre bien où sont tes marges, là où tu vas vraiment apporter de la plus-value à tes clients par rapport à ce que tu leur proposes, voir aussi ce que fait la concurrence parce que carrément, elle est là, tu vois, et elle vit, et donc se détacher peut-être de la concurrence, faire autre chose pour pas être toujours dans une perpétuelle de prix, tu vois, qui est hyper pénible. Parce que quand t'es toujours à lutter, nous en plus c'est des petits objets, donc tu luttes au centime pour être bien placé, ça a pas de sens. Donc avoir cette logique entrepreneuriale, essayer d'aller voir ce qui se fait en dehors du mariage, je trouve que c'est hyper intéressant aussi, c'est d'amener, nous on fait énormément de veille sur la cosmétique, le textile, etc. Beaucoup de veille pour savoir quelles sont les tendances ou ce qui se fait, parce que finalement c'est eux qui sont les leaders du marché, hein. Et on amène tout ça dans notre propre activité, donc pas mal de veille. Et puis pour les gens qui vont se lancer dans le mariage, je pense que le réseau c'est effectivement une des clés pour avancer dans ce milieu-là. Parce qu'on se recommande les uns les autres, c'est quand même un petit milieu, on se connaît, on est quand même nombreux à se connaître, même si tu vois, en écoutant ton podcast, je me dis, oh là là, plein de gens que je découvre et c'est fantastique, tu vois, il y a quand même plein d'acteurs maintenant. Il y a 10 ans, c'était moins le cas. Mais tu vois, il y a quand même une bienveillance assez importante entre les acteurs du mariage, en tout cas de ce que je constate. Alors, t'as toujours un peu comme partout des histoires qui se passent moins bien, mais si les gens, ça se passe bien humainement, ils sont assez prêts à te recommander, tu vois, assez vite. Donc ça, je pense que c'est important d'investir aussi dans ces relations-là. Et c'est sans perdre de l'authenticité. C'est pas parce qu'on fait les choses de manière un peu... on peut rester authentique avec les gens. Je pense que c'est pour ça qu'ils nous recommanderont. Mais n'empêche que ça reste des relations professionnelles et ça peut l'être. Après, on a des belles amitiés, tu vois. Moi, Clémentine Marchal, c'est quand même... devenu quelqu'un qui, pour moi, compte énormément dans ma vie aussi perso, tu vois, et qui m'ont permis de rencontrer encore d'autres personnes qui comptent encore aussi beaucoup dans ma vie perso. Mais au début, c'est du travail et c'est pas grave d'aller voir les gens. Ça manque pas d'authenticité pour autant, quoi. C'est marrant parce qu'avec Clémentine, depuis qu'on a fait le podcast ensemble, ouais,
j'ai beaucoup de gens de sa sphère qui viennent me voir et je vois à quel point, en fait, j'aime les gens qu'elle aime, quoi. Ah, mais écoute, en gros. Mais Clémentine, tu vois, c'est un truc, si elle écoute, elle en sourira, j'espère. Mais, c'est ma première rencontre dans le milieu du mariage, tu vois. On avait chacune notre blog et je me souviens encore d'elle m'attendre à la gare de Toulouse, dans sa petite voiture. Enfin, tu vois, moi je suis immense, elle est toute petite. Je me souviens de cette rencontre improbable et de tout ce qu'on a fait après ensemble. Et surtout, elle avait fait un truc qui était génial, c'est qu'elle avait organisé, tu sais, une retraite au Maroc qui s'appelait la Mom. Je lui ai dit que j'attendais la prochaine. Non, mais ce moment-là a changé ma vie. C'était génial. Et tu vois, toutes les filles avec qui on est parties, on a encore un groupe sur lequel on est hyper active. C'est ce qu'elle me disait. Ouais, c'est assez incroyable. Ça a créé des liens et c'est une fée pour ça. Elle est tellement douée dans ça. Tu vois, d'arriver à connecter les personnes. Créer du lien. Ouais, créer du lien, incroyable. Puis plein d'autres belles rencontres. J'en ai 50 000, mais Clem, c'est un peu particulier. C'est marrant, mais vraiment, j'ai beaucoup de monde. Enfin, là, on doit enregistrer un épisode avec Élise Martimore qui est tu mon vois, coup de cœur Élise 2023, mais cette aussi, fille, j'ai dit mais sérieux, tu ne renvoies pas du tout cette image. Bon, on en a parlé plusieurs fois. Élise, il y a un décalage entre ce qu'elle montre et ce qu'elle est. Grave. Cette fille est un soleil. Voilà. Et ce qu'elle montre, c'est très très pro, en fait. Oui, et c'est pour ça que tu vois, c'est hyper important de creuser et d'aller voir aussi ce que sont les gens derrière, parce que tu vois, Élise, je me souviens première rencontre avec elle dans son showroom à Paris, mais j'étais tellement, tu vois, je suis toujours hyper intimidée quand je vais voir les gens, et j'étais un peu intimidée d'aller la voir, et finalement, ça a sorti des bouteilles de champagne. On a fini en bringue, mais c'était hyper chouette, quoi. Tu vois, c'était vraiment. Élise, c'est un personnage. Super. C'est mon coup de cœur 2023. Je lui ai dit. Mais il y en a plein. Tu vois, il y a aussi Anaïs qui gérait aussi avant Au Bonheur des Dames. Je sais pas si tu sais, qui faisait de la location, qui a vendu sa boîte d'ailleurs maintenant, mais qui est plus sur la brocante. Mais tu vois, Anaïs, j'étais à son renouvellement de vœux, tu vois, pour ses 10 ans de mariage. Et je l'ai rencontrée par Clem et elle était sur la Love, etc. aussi, que j'avais rencontrée au départ par Nessa. Et donc, c'est des personnes comme ça qui te quittent plus après. Tu fais quand même des belles rencontres dans ce milieu-là. C'est clair. Allez, on passe aux questions que je t'ai pas envoyées. La première, c'est quoi la pire anecdote que tu as eue dans le mariage? Le pire pour moi, ça m'est arrivé 2 fois en 5 ans. C'est que mes colis soient pas livrés pour le jour J. Et ça, c'est un vrai drame pour moi. C'est arrivé que 2 fois. La première fois, c'est parce qu'il y a eu des grèves de Chronopost à Marseille. Et je me souviens encore, mais c'est dramatique. C'était un couple qui se mariait, pas à Marseille même, un peu à côté. Et le colis est arrivé à Marseille, mais les gens de Chronopost n'ont pas voulu remettre le colis à la future mariée parce que c'était sur une palette et qu'ils voulaient pas dépalettiser, et j'avais la mère de la mariée qui était là prête à tout, tu vois, pour récupérer son colis avec je sais pas 200 mignonnettes d'huile d'olive, et il a fallu être raisonnable à un moment en expliquant que elle pourrait pas faire 4 heures de route le samedi matin pour essayer de récupérer un colis. Chronopost ne lui donnerait peut-être pas forcément, parce que sa place c'était d'être auprès de sa fille et pas forcément essayer de récupérer un colis. Tu vois, ça devient démesuré. Mais ça, c'était vraiment... c'est le pire, quoi, pour moi. La pire anecdote, c'est ça, c'est que le colis soit pas livré à temps. Et c'est arrivé 2 fois, et la deuxième fois, c'était des biscuits personnalisés, et c'était parce que il y avait eu une erreur avec Mondial Relais, tu vois, qui d'habitude on n'a jamais de problème, tu vois, ça se passe quand même plutôt bien, on n'a pas trop de soucis, où on a des petits stress, mais c'est les 2 seules fois où on a eu un problème, et vraiment pour moi je le vis hyper mal, tu vois, plus qu'un message à 23h, quoi. C'est ça va rester ça. Ouais, le message à 23h. Non, pour moi c'est le grand drame, tu vois, si un truc est pas livré à temps. Ouais, ça c'est la pire anecdote. En même temps, c'est le pire qui peut arriver dans ton métier, je pense. Bon, à point que d'avoir, je sais pas, des trucs encore. Non, j'ai des trucs drôles après, mais des trucs drôles. Non, mais des trucs drôles, tu sais, c'est entre nous, on essaye de faire des choses un peu délicates, élégantes, des choses un peu raffinées à mettre sur les tables. Parfois, on a des demandes qui sont pas hyper raccord avec ce qu'on fait, mais soit on oriente. Sur les biscuits. Ouais, alors les biscuits, on n'a pas trop. Par exemple.
Ouais, non, on n'a pas eu de message trop décalé comme Chanty peut avoir, tu vois, qu'elle en a fait même son leitmotiv. Non, c'est plus, tu vois, dans les goûts ou les associations de couleurs qu'on trouve pas toujours très délicat. Voilà, ça c'est plus ce genre de truc où parfois ils nous envoient leur propre logo et on est là, ah ok, c'est pas forcément ce qu'on aurait choisi de faire nous, mais bon écoute, si ça leur plaît au final c'est leur jour, c'est leur journée, donc non on a ça. Mais on oriente parfois, hein, tu vois. Non, ça nous on sait pas trop faire, mais allez voir d'autres personnes, ils sauront peut-être mieux faire. On essaye quand même de les orienter vers des gens qui ont le goût aussi à faire ce qu'on fait là. C'est ça. Ah si, attends, si, tu veux un truc drôle. Parce que, oui. En vrai, tu vois, tu me posais la question de merci Coco. Tu vois, le nom et tout. Et en fait, une fois, je reçois un appel d'un homme qui devait être assez âgé et qui me dit, je suis bien chez Coco. Et donc, nous, on dit, oui, merci Coco, bonjour. Oui, on comprenait pas trop sa demande, je comprenais pas. En fait, il me dit, mais je peux vous parler et tout. Je dis, bien sûr, qu'est-ce que vous cherchez comme cadeau pour votre mariage? Ah non, mais moi, en fait, je veux juste parler, je me sens très seule. En fait, c'était un truc de messagerie rose, tu vois, un message de téléphone rose, en fait. Et il devait y avoir un truc un peu similaire à Merci Coco qui existait. Et donc, le type m'appelait pensant être sur un truc de téléphone rose, quoi. Bon, bref, j'ai évité courter la conversation, mais c'est resté dans les bureaux, tu vois, comme l'anecdote. Ah bah oui, j'adore. J'adore. On ne fait pas ça, okay. Je tiens à le préciser. On ne fait pas ça. C'est pas dans la liste. Non. Et je vais finir par... c'est quoi... Alors, il y a deux questions du coup. C'est quoi la pire période de ta vie? C'est quel âge à peu près? Alors, c'est des pires périodes. Il y en a deux. Mais qui sont pour le coup pas drôles du tout. Mais j'ai eu donc mes deux garçons, hein, j'ai Victor et Marcel, et entre les deux, j'ai perdu une petite fille. Donc j'ai perdu ma petite Suzanne à la fin de ma grossesse. Donc c'est à ce moment-là que j'ai quitté mon travail d'ailleurs, parce que j'étais mais vraiment dans un état pas possible, détruite entièrement. Et puis finalement, la vie reprend après son cours, et justement j'avais lancé un premier projet d'entreprise à ce moment-là pour me reconstruire. Finalement, moi, les projets d'entreprise, ça a souvent été pour me reconstruire, et donc ça c'était définitivement la période la plus dure. Et la deuxième période la plus dure, c'est quand j'ai perdu ma maman pas longtemps après, en fait, oui, 3 ans après. Donc j'ai perdu ma petite fille, j'ai perdu ma maman dans un laps de temps qui était quand même assez court, et donc j'ai recréé Merci Coco après le décès de maman, tu vois. Donc ça, c'est les deux périodes qui pour moi ont été les pires de ma vie, et en même temps ont été le moteur pour créer autre chose. Tu vois, un peu comme si le vide appelait à être rempli et à recréer quelque chose derrière. Voilà. Ouais, c'est souvent ça. Hein. C'est souvent ça, les déclics entrepreneuriaux. Oui, ouais, mais c'est pas très original, mais effectivement, c'est comme ça que ça s'est fait. C'est bien de recréer du beau à partir du monde. Mais ce qui est assez fou, c'est cette capacité de résilience, tu vois. Je sais qu'aujourd'hui, ce qui me définirait le plus, c'est la résilience. Je suis capable pas d'encaisser n'importe quoi, mais presque. Enfin, si, je pense que j'ai encaissé le pire, tu vois. Je vois pas ce que aujourd'hui je pourrais pas absorber, tu vois. Et du coup, tu dirais quoi à la Valentine qui a vécu ces deux périodes-là, avec le recul que t'as aujourd'hui? Je dirais juste que le temps fait son œuvre, que ça passe. Que la tristesse profonde qu'on peut ressentir à un moment, elle est là, elle sera toujours là, il y aura toujours une blessure, mais que ça va s'éténuer, tu vois, que ça va doucement passer. Ça passera pas entièrement, mais ça va doucement passer. Et qu'il faut être extrêmement bienveillant à son propre égard. Tu vois, on parle souvent de bienveillance, etc. Mais il faut juste se dire, j'ai le droit d'être pas bien, j'ai le droit d'être vraiment dans le bad et de toucher le fond. C'est pas grave, ça va passer. Tant qu'on est bien entouré. En fait, je pense que la vraie clé, c'est tant que t'es bien entouré, choisir les bonnes personnes autour de soi. Tu vois, c'est la clé pour moi de ce qui peut nous arriver de pire, d'en faire quelque chose de bien derrière. Si on est bien entouré, ça va. Donc, cette Valentine-là, je dirais tranquille, ça va aller. Ça va être mieux. Il y a mieux derrière. C'est sûr. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la fin d'année?
Qu'est-ce que tu peux me souhaiter pour la fin d'année? Et écoute, que ça suive son cours comme c'est aujourd'hui, que on ait plein de futurs mariés qui nous fassent confiance, qui aient envie de travailler avec nous et qu'on puisse les accompagner. Ça, ce serait le rêve, tu vois, de continuer à voir les nouveaux projets arriver et puis surtout que l'accueil de mes 2 nouvelles collaboratrices se passe pour le mieux et qu'elles soient vraiment dans la lignée de celles que j'ai eues jusqu'à aujourd'hui parce que j'avais une équipe au top. Donc, tu sais, quand tu changes, c'est toujours un peu le stress, mais je suis hyper confiante. Je pense que ça va bien se passer. Mais écoute, je te souhaite tout ça. C'est adorable. Merci Magali. Merci à toi, en tout cas, pour tout. Et puis, je te dis à très vite alors. Ouais, salut Magali. Merci beaucoup. Et voilà le gang, si tu nous as écoutés jusqu'ici, c'est que t'es arrivé à la fin de cet épisode et ça c'est trop cool. Ça veut sûrement dire que tu l'as kiffé. Si c'est le cas, partage-le autour de toi et tag nous Valentine et moi, ça nous fera trop plaisir. Et si tu veux soutenir Wedding Divan, abonne-toi au podcast et laisse-moi 5 étoiles et un super témoignage sur Apple Podcast ou Spotify, c'est ce qui m'aide le plus. Un immense merci à toi et à très vite pour le prochain épisode.